Avec moi pour commenter ce qui agite la tech, nous avons évidemment Alain Staron, fondateur d'Amborella, notre disrupteur opérationnel, et également Alexandre Statienko, qui est directeur blockchain cryptoactif pour KPMG France. Bonjour. À tous les deux. Beaucoup d'actualités. Alors dans mon viseur, j'ai choisi de démarrer avec le plan France 2030 qui a été présenté par le président Emmanuel Macron, un plan à 30 milliards d'euros. Vous êtes content? Quelle est votre première réaction? Qu'en avez-vous retenu de cette longue présentation d'ailleurs du plan France 2030? Moi, j'en ai retenu déjà une première chose, c'est que ce n'est pas un plan à 30 milliards. Pour l'instant, c'est un plan à 4 milliards. Le reste, c'est des promesses de campagne. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Sur les 30 milliards, parce que son mandat s'arrête. Exactement, il n'y en a que 3 ou 4 milliards qui sont prévus dans le budget 2022. Ouais. Le reste, si Emmanuel Macron n'est pas réélu, le plan, il sera sur la table et peut-être qu'il sera décidé d'être abandonné. Donc ça, c'est une première chose. Oui. La deuxième chose que je retiens, c'est en particulier sur les affaires de cloud et de cloud souverain, c'est une forme d'abandon, mais d'abandon pragmatique, si on veut être un peu honnête là-dessus. C'est-à-dire qu'on a réussi à inventer une forme de novlangue en France sur l'investissement, c'est-à-dire que quand on investit, on le fait toujours en retard. Alors qu'en réalité, investir, par définition, il faut le faire avant les autres, sinon ça n'a pas beaucoup de sens. Donc pourquoi je parle d'abandon pragmatique? Parce qu'il y a la partie abandon, c'est-à-dire on voit que maintenant les offres de cloud de confiance, il y a une fois sur deux un acteur américain dedans. Donc, en fait, à 100%, on peut dire... Voilà, c'est compliqué d'aller défendre l'histoire du cloud souverain. Il y a eu plusieurs échecs. Ce serait important d'en avoir un, mais arrivé 10 ans après la bataille, Emmanuel Macron parle d'un facteur 10. Donc vous faites partie des résignés, là, alors? Non, je fais partie des gens qui pensent que choisir, c'est renoncer. Et il faut mieux aller sur un autre sujet, et là on me voit venir gros comme une maison, mais le sujet crypto, celui que je défends depuis des années, plutôt que d'essayer de rester en permanence 10 ans en retard et d'essayer de rattraper un retard sur lequel on a un facteur 10. Donc je prends l'exemple du minage par exemple sur la crypto, où il y a des opportunités qui coûtent littéralement 0 € de se positionner sur une industrie stratégique comme celle-ci. La Chine a banni le minage, la France pouvait juste faire une communication positive publique en disant venez chez nous, c'est intéressant. Oui. On ne l'a pas fait. Ça coûtait 0 €. Les États-Unis ont fait. Résultat, il y a eu une migration totale, presque, de l'industrie du minage chinoise vers les États-Unis. Et donc, on se retrouve avec des sénateurs. On a raté le coche sur quelque chose qui coûtait 0. Donc, c'est pour ça que je dis... Mais alors, rater le coche, ça ne veut pas dire que tout est mort. Moi, j'ai trouvé quand même, effectivement, qu'on avait un président qui annonçait des investissements d'avenir, mais qui était hyper pessimiste sur ce cloud souverain. Il dit, est-ce que nous aurons un cloud totalement souverain à 5 ans? Non. Je crois que ce n'est pas vrai. Ben oui. Je partage qu'à moitié ce que dit Alexandre. C'est vrai que ça ne sert à rien de s'acharner sur des combats dépassés. Maintenant, les sujets, sur un domaine particulier, ça ne fait qu'évoluer. Donc, le cloud est un épiphénomène, alors un gros épiphénomène, mais ça reste un phénomène qui aura une suite. Et je ne parle pas du tout de la crypto, il y aura une suite dans la manière dont on gère les données, à la fois cloud et en edge. De manière plus générale, effectivement, c'est bien d'annoncer qu'on va sur les centrales nucléaires, sur des bateaux, mais les Russes ont déjà vendu leurs premières, les Chinois, ils sont les Américains aussi, donc on fait un MeToo. Why not? À côté de ça, je reste sur l'énergie, on a un énorme sujet que personne ne traite aujourd'hui, c'est gagner un facteur 10 sur le rendement des panneaux solaires en silicium. Là, il y a un gros investissement sur l'hydrogène, là. Je parle sur l'énergie des panneaux solaires. C'est-à-dire qu'il y a un truc où on sait que ça marchote, que ça pourrait marcher beaucoup mieux. Il y a de la deep tech à faire. Et il faudrait s'y mettre, mais on ne sait pas si ça va marcher. Bien. Si on parle de l'hydrogène, il y a 2 sujets dans l'hydrogène. L'hydrogène industriel, je n'ai pas d'avis, j'y connais rien. Et puis il y a l'hydrogène pour les voitures. Et là, on touche le sujet des voitures. Le plan à 30 ans, c'est de repasser à 2 millions de voitures fabriquées en France. C'est quoi l'avenir de la voiture ? Et il dit en plus, c'est dommage, Renault et Peugeot, ils ne sont pas entendus, donc on ne peut pas faire de la rupture. Est-ce que Tesla est né de General Motors? Non. Et il dit d'ailleurs plus tard que la rupture ne peut pas venir des grands groupes. Donc il se mange lui-même, il se prend lui-même les pieds dans le tapis. En fait, si on veut encourager la rupture, d'abord il faut voir loin, il faut voir des choses qui n'existent pas encore, et ça, j'en ai pas vu beaucoup. J'en ai vu dans l'agriculture, clairement, et j'en ai vu dans la santé, parce qu'il accélère la manière dont on peut tester. Et ça, je trouve ça vachement bien. Sur l'énergie, j'ai pas vu, moi j'aurais voulu... C'est très bien de faire les centrales bateaux, mais ça suffit pas. Le coup d'après, c'est quoi? On parle de 2030. Et dans la voiture, le prochain coup de la voiture, tout le monde le sait, c'est la voiture autonome. Il y a une étude qui a maintenant 9 ans, faite par le Globe Institute à l'Université de Colombie, qui dit quoi?
qui dit que si on prend une ville de 50 000 habitants comme Anaheim, et qu'on dit tous les petits trajets, je les fais avec des voitures autonomes que j'appelle en appuyant sur un bouton, je fais le même service que les voitures qui sont aujourd'hui chez les gens avec 15% du parc de voitures. Je divise par 6 ou 7 le nombre de voitures. Autrement dit, l'arrivée des véhicules autonomes, ce n'est pas l'augmentation du nombre de voitures, c'est la baisse du nombre de voitures. Donc dire qu'on va produire 2 millions de voitures dans un monde où il y aura de moins en moins de voitures, on est juste à contre-courant. Quand en plus on dit j'en veux des hybrides, pardon, Tesla qui a dépassé Porsche, qui va dépasser Audi, il y a 0 hybride, c'est 100% électrique. On se trompe. Voilà, donc sur le sujet de la vision, il y a pas mal de domaines sur lesquels on n'a pas regardé le changement de paradigme qui se profile à l'horizon. Et puis sur la manière de faire. Moi, je suis très content parce que je vais postuler, on va avoir des aides. Mais la manière que font les Américains, c'est pas dites-moi ce que vous voulez faire, je vous donne de l'argent. C'est je veux faire ça, tout le monde est le bienvenu, débrouillez-vous pour atteindre le résultat. Donc je ne finance pas le moyen, je finance l'objectif. Pourquoi on ne dirait pas je voudrais que le ministère de Bercy soit totalement autonome en production d'énergie? Démerdez-vous. Est-ce qu'il faut mettre des vitres à panneaux solaires, des toits, enfin je ne sais pas, démerdez-vous et vous avez X années. Donc on est resté sur une méthode à l'ancienne. Il me semble que la méthode, qui était bonne il y a quelques décennies, quelques dizaines d'années, quand les cycles étaient assez longs, et donc il fallait vraiment se mettre dans la tech et puis on avait le temps de voir venir. Maintenant on est plus court dans les délais de développement et il vaut mieux raisonner finalité, qu'est-ce qu'on veut, plutôt que comment on va le faire. Et j'ai rien vu sur l'IA. Alors oui, de toute façon, de manière générale, on a trouvé de la tech un petit peu partout, du numérique un peu moins quand même dans ce plan, ça c'est vrai. Je voulais juste pour clore ce chapitre, là pour l'instant, avant d'en reparler, sur le cloud, ça tombe quand même assez mal aussi ce qu'il annonce pour OVH. Parce que OVH Cloud prépare son introduction en bourse pour demain. C'est quand même difficile, non, d'entendre ce discours de la présidence de la République. Moi, mon site qui est chez OVH, il a planté avant-hier. Alors oui, il y a eu une panne OVH. Bon. Donc, en même temps, des pannes, il y en a partout, tout le temps. Je suis d'accord. On en a déjà parlé. OVH, c'est 1/10 du chiffre d'affaires de GCP, qui lui-même que 1/5 de celui d'Amazon, qui lui-même que 3/4 de celui d'Azure. Donc on est très très loin on n'est pas du tout dans les bons ordres de grandeur. Et sur le cloud, l'objectif, c'est d'y aller. Mais non, sur l'objectif précisément, le cloud, on sait on sait, non, on ne sait pas. On peut imaginer le prochain changement de paradigme dans lequel on va arrêter de mettre toutes les données dans le cloud, on va les faire gérer au niveau des ledge. Si on fait ça, on n'a plus besoin de cloud. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on imagine que ça peut se produire, moi je serais gouvernant, qu'est-ce que je dirais? Je choisis un projet stratégique de ressort de l'État, donc ça peut être l'espace, l'armée, enfin il y en a quelques-uns, la santé. Non mais le gouvernement chinois dit à Huawei, connectez-moi tous les hôpitaux et les patients dans les hôpitaux. Waouh! On verra bien ce que ça donne. Bon, l'esprit pragmatique. Il faut qu'on avance parce qu'il nous reste... Le temps file. Il nous reste plein de sujets à adresser. On a le CIGREF, donc, qui représente les directeurs de systèmes d'information des grands groupes du CAC 40, qui publie un communiqué indiquant que les associations européennes d'utilisateurs interpellent Microsoft, notamment sur l'éco-responsabilité et sur la sécurisation de ses produits. Ils ont profité en fait du lancement de Windows 11 pour les interpeller. Votre réaction? Elle est très courte, ma réaction, c'est qu'on se plaint d'une dépendance soi-même créée, encore une fois. C'est-à-dire que si on avait une éducation en France, que ce soit dans la formation initiale, dans la formation continue, au logiciel libre, on n'en serait pas là, tout simplement. Ouais. J'ai pas vraiment grand-chose d'autre à rajouter, c'est-à-dire que utiliser un service et se plaindre qu'il est en update tout le temps, etc., en fait, soit on construit sa propre résilience, soit on ne le fait pas. Et dans ce cas-là, effectivement, on se retrouve à se plaindre. On est dans une situation d'ultra-dépendance. Et ce n'est pas forcément un sujet de souveraineté, dans le sens où les updates Microsoft, les patchs à longueur de journée, c'est quelque chose qui affecte au-delà de la France, de l'Europe, ça affecte les entreprises américaines aussi. Donc c'est moins un sujet de souveraineté qu'un sujet de dépendance à un fournisseur. Et je pense que ce genre de dépendance, ça doit être un sujet dans les entreprises et dans les administrations publiques, de développer une résilience. Et la résilience, ça veut dire décentraliser, ça veut dire multiplicité des outils et logiciels libres, choses qui sont pour l'instant très peu. C'est quand même intéressant aussi de les pousser dans leur corner. Alors moi j'ai vu que Microsoft avait quand même s'était engagé justement sur la réparabilité de ses produits. Ils ont répondu à une demande en ce sens aux États-Unis. On sait aussi que du côté de la sécurité,
On a appris d'ailleurs qu'ils avaient freiné, réduit, limité une énorme attaque cet été. Donc on ne peut pas dire qu'ils ne font rien, mais en tout cas c'est bien de les pousser à aller un petit peu plus loin. Et le SIGGRAPH ne se plaint pas de ça. Il se plaint que justement ils font trop d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il y a des updates tout le temps, qu'il faut avoir des équivalents temps plein. Exactement. Qui impose un rythme très difficile. Pardon, c'est un caprice d'enfant gâté. Enfin, quand on fait de la sécurité, on sait bien qu'il y a des gens dont le métier est d'aller pirater les autres. Donc, un système qui va marcher 5 ans, qu'il soit libre ou pas, ça n'existe pas. Non, ça c'est sûr. N'existe pas. Donc, qu'il soit libre ou pas. Et plus on va avancer, plus on va être piraté, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés à le faire. Exactement. Donc le système des patchs, on ne peut pas y échapper dans l'état actuel des connaissances. Je ne vois pas comment on peut faire. Et donc, on peut pleurer en disant « Oh, ben non, il y a trop de patchs. » Bah oui, mais sinon, il y a trop d'attaques. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Ça ne sert à rien de pleurer. Donc, et de dire, oui, effectivement, il faut que je change. Alors après, obsolescence programmée, mais elle n'est pas du tout programmée, l'obsolescence. S'il faut mettre des processeurs plus puissants et plus sécurisés pour passer à un mode de sécurité supplémentaire, eh ben, vous le faites pas. Si vous le faites pas, vous faites pirater. La faute n'est pas Microsoft, la faute est aux pirates qui le font. La seule chose positive demandée par SIGGRAPH et par ailleurs à l'étude... Vous partez du principe que les nouvelles versions, à chaque fois, sont justifiées par des questions de sécurité. Je ne suis pas certaine. Alors, voilà, donc les choses positives, c'est quoi ? C'est découpler dans les nouvelles versions ce qui ressort de la sécurité de ce qui ressort du fonctionnel. Ah ben on est d'accord. Très bonne idée. Très bonne idée. Deuxième très bonne idée... Oui. Non mais tout n'est pas noir. Deuxième très bonne idée... autoriser des tiers à faire de la maintenance sur Microsoft. Tout à fait. Deuxième très bonne idée. Mais dire, c'est l'obsolescence programmée et vous mettez trop de patchs, c'est juste... Enfin voilà, il faut ouvrir la fenêtre, quoi. Bon, on enchaîne. Je suis assez aligné. Mais je mets en avant le logiciel libre qui permet d'avoir le choix. D'avoir le choix, mais néanmoins des attaques. L'open source est souvent assez résilient contre les attaques parce que justement ça permet aussi le bug bounty, ce que pratiquent moins des sociétés privées par exemple. Absolument. On enchaîne avec Facebook, l'audition de Frances Haugen qui était quand même assez terrible à l'encontre de Facebook, qui montre comment finalement Facebook privilégie l'argent, son modèle économique, à la santé de ses utilisateurs et même je dirais à la santé de la société. Il fait son job comme les fabricants de tabac, c'est extrêmement cynique. D'ailleurs, il y a un parallèle qui est fait effectivement avec le tabac. Oui. Mais oui, c'est cynique, mais ça fragilise Facebook, ça, selon vous aujourd'hui, c'est compliqué. Pour moi, en fait, pour refaire une remarque cynique également, c'est vrai, il y a un sujet lanceur d'alerte et il y a un sujet réseaux sociaux. Le sujet lanceur d'alerte. Frances Haugen est une lanceuse d'alerte. Exactement, qui a travaillé chez Facebook, qui est sortie avec plein de documents. C'est un sujet qui est compliqué parce que ils prennent de plus en plus de lumière, c'est très bien, à mon sens c'est très bien, mais en réalité, quand on regarde, le sujet régulation de Facebook précède le sujet lanceur d'alerte Facebook. Parce que si les lanceurs d'alerte étaient tous traités à la même enseigne et que dès qu'ils révélaient un scandale, on faisait quelque chose, on n'aurait pas Edward Snowden en exil depuis 10 ans, on n'aurait pas Julian Assange dans la situation qu'elle est la sienne, on n'aurait pas condamné des gens pour avoir révélé des scandales financiers. Donc pour moi, la volonté de réguler Facebook précède. Et Frances Haugen n'est entre guillemets que quelqu'un qui vient conforter dans leur position un sujet sur lequel les démocrates et les républicains sont d'accord, ce qui n'arrive quand même pas très souvent. Donc en réalité, il y a la volonté de réguler précède. Ensuite, sur le sujet des réseaux sociaux, c'est toujours un équilibre très précaire parce que il faut se rendre à l'évidence, c'est devenu une forme d'agora, les réseaux sociaux. Et c'est très dangereux aujourd'hui, surtout quand on prend le point de vue français, c'est-à-dire qu'en gros, 99% de ces plateformes sont étrangères. C'est très dangereux de donner de plus en plus de poids et on se retrouve dans ce paradoxe-là où plus on régule les réseaux sociaux, plus on les rend indispensables. C'est la même chose qui se passe dans l'industrie financière. Plus on la régule, plus on crée des too big to fail. Parce que plus la régulation est grosse, plus il est impossible de concurrencer, c'est des barrières à l'entrée. C'est ça. Et donc on se retrouve avec un Facebook qui... C'est un peu ce qu'on a sur Claude Souverain aussi. Tout à fait. Sur Facebook, en fait, on va se retrouver dans une situation où si on régule, eh bien, non seulement d'un point de vue philosophique, est-ce qu'on veut donner le droit à un acteur étranger de réguler ce qui est juste, pas juste à dire sur une agora qui est devenue de facto publique, même si ce n'est pas le cas et qu'on pourrait justifier que c'est privé. Ça, c'est j'allais dire la question philosophique. Et la question pragmatique, c'est que plus on leur donne de poids dans cette régulation, plus c'est impossible de les concurrencer et donc plus on crée une dépendance à ces réseaux sociaux. D'où l'éventualité d'un démantèlement. Qui est l'idée qui est avancée aux États-Unis maintenant de plusieurs années, que je disais précède, selon moi, Frances Haugen. Enfin, je ne suis pas sûr que ça suffise totalement parce que le problème à la source, c'est le réseau social. La mécanique d'un réseau social conduit à là où on est aujourd'hui. Donc la régulation, à mon avis, elle est plus forte que la régulation. On a déjà parlé la semaine dernière. C'est plutôt que de simplement réguler en disant la régulation sur les paquets de cigarettes, c'est quand même un peu limite. À part l'âge, on peut juste renforcer les impôts et on renforce avec des images, on renforce le dégoût possible.
appliquons donc c'est du packaging. Sur les réseaux sociaux, on pourrait appliquer la même chose qu'on avait évoqué la dernière fois. Obliger dans les fils d'actu à mettre des choses qui ne sont pas juste le renforcement de la pensée profonde de chacun des utilisateurs qui fait que déliter la société. Et ce genre de décision, malheureusement, doit être pris par quelqu'un, et donc on rentre tout de suite dans du biais. Et donc décider de qui va décider ce genre de choses, c'est en soi déjà une décision compliquée. Moi, mon point, c'est juste, j'ouvre les informations à des sujets tirés au hasard, je m'en fous, enfin peu importe. Non, mais ça pose la question de la transparence des algorithmes. En plus, mais la mécanique... Ils font partie en même temps de leur secret de fabrication. Exactement. Donc c'est très compliqué. Et la mécanique, c'est pas Facebook, c'est tous les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on parle de Facebook parce que c'est plus gros, mais si on démantèle Facebook, absolument. On ne va pas casser le réseau social en deux, on peut séparer Insta, tout ce qu'on veut, mais un réseau social, c'est un réseau social. Si on le ferme, d'autres arriveront, et la mécanique est toujours la même. En tout cas, augmenter mon engagement. Prise de conscience et des prises de parole qui sont fortes et qui nous permettent d'avancer dans nos réflexions. Ça, je trouve que c'est super important. Tout à fait. Ce serait bien que les autres lanceurs d'alerte aient le même écho. Oui. Voilà, je mets ça là. Dans le projet de loi de finances qui est discuté en ce moment, il y a un amendement pour une nouvelle fiscalité sur les NFT. Donc NFT, ce sont ces cryptoactifs, ces jetons uniques, donc non reproductibles. Pour l'objectif, j'imagine que c'est de davantage les taxer. Vous allez nous expliquer, vous, ce que vous avez compris de cet amendement, mais en tout cas, pour l'instant, ça ne semble pas très précis. On parle de clarifier justement ce régime fiscal. Lequel est-il déjà aujourd'hui ? Alors, en fait, quand j'achète une œuvre d'art avec des NFT, qu'est-ce qui se passe ? Justement, en fait, le sujet est plus large, c'est celui des cryptos en général, des actifs numériques, si on prend le terme de la loi française. Le sujet des actifs numériques, c'est un sujet qui en France, j'allais dire c'est culturel, je le dis souvent comme ça, mais on a d'abord taxé avant même de les définir. C'est-à-dire que dès 2014, on a une fiscalité des cryptos alors qu'on ne sait même pas ce que c'est. Donc bon, c'est assez cocasse sur ce sujet-là. On prend les devants. Exactement, pour une fois. Non, en 2018, il y a eu un premier changement de fiscalité qui a entre guillemets, corrigé certaines choses qui étaient des extrêmes. On pouvait se retrouver à faire des cessions de cryptos et à payer jusqu'à 66% sur les plus-values qu'on réalisait parce qu'on rentrait dans des cases qui n'étaient pas forcément les bonnes ou bien parce que la case était mal définie, donc on avait une insécurité juridique totale. Donc il y a une première loi, un premier changement de fiscalité en 2018 qui était positif, qui n'allait pas assez loin, mais qui était positif parce qu'on est passé à la flat tax, donc 30% sur les cessions. On a introduit certaines dispositions et dispositifs qui permettaient de mieux l'encadrer, mais ce n'était pas suffisant. Donc là, le projet de loi finance qui est en cours de discussion intègre des choses qui auraient dû être intégrées en 2018. Bon, mieux vaut tard que jamais. Donc on se retrouve avec, par exemple, une adaptation au régime des opérations de bourse. Donc il y a une meilleure sécurité juridique qui est offerte aux particuliers qui cèdent des cryptos. On a diverses choses, mais on a aussi des choses qui ont été refusées. Par exemple, le fait de pouvoir reporter le fait générateur de l'impôt lorsqu'on apporte du capital en crypto à une société, chose qui était beaucoup demandée par l'écosystème, parce qu'il y a plein de gens qui font fortune en crypto, qui aimeraient bien lancer une boîte en France. Et en fait, ils se retrouvent avec soit je lance une boîte en France et je vais payer 30-40% de plus-value, soit je vais à l'étranger, je lance une boîte et en fait, je me retrouve à 0% de plus-value et en plus, je peux continuer de travailler dans l'écosystème que j'aime. Donc, il y a beaucoup de gens qui décident de s'exiler avec ça et ça a été refusé. Les NFT s'inscrivent là-dedans. C'est-à-dire que ce n'est pas un sujet qui est sorti du chapeau. C'est-à-dire que les NFT... Mais les montants sont tellement délirants aujourd'hui. Tout à fait. Mais des NFT. Ils le font moins que les cryptos en général. Les cryptos en général, c'est 2500 milliards de dollars de capitalisation. C'est beaucoup. Les NFT... Mais là, on est sur le marché de l'art, beaucoup. Pas que. Pas que, mais disons que c'est en tout cas beaucoup de ça dont il s'agit dans les gros montants qu'on voit passer. Est-ce qu'aujourd'hui, le NFT, enfin l'œuvre virtuelle que l'on va acheter à partir d'un NFT va être taxée sur la valeur sous-jacente ou sur le NFT? Et justement, l'amendement qui a été introduit, c'était plus un amendement d'appel. C'est-à-dire que, je vais spoiler tout le monde, je vais divulgacher. L'année prochaine, nous n'aurons toujours pas de régime clair. Parce que c'est un amendement d'appel. C'est-à-dire c'est un amendement qui a été introduit pour faire réfléchir le législateur, pour lui dire il y a un sujet. C'est pas encore clair. D'ailleurs, il a été rejeté ce matin, je crois. Je ne dois pas dire de bêtises, mais certains ont été adoptés ce matin à l'Assemblée, donc ils vont passer au Sénat, etc. Mais celui-là, sur les NFT, était plus un amendement d'appel, c'est-à-dire de dire réfléchissez-y. Parce qu'effectivement, il y a une question qui se pose, c'est est-ce que ce sont des actifs numériques ? Et dans ce cas-là, boum, toute la fiscalité s'applique. Mais dans ce cas-là, on se retrouve avec une injustice légale. C'est-à-dire que si on achète un tableau ou si on achète le titre propriété du tableau, on ne se retrouve pas fiscalisé de la même façon. Ou pareil pour des actifs de jeux vidéo, des actifs immobiliers, ce serait débile d'en arriver à ce stade où si j'achète un titre immobilier NFT ou un titre immobilier pas NFT,
je ne suis pas fiscalisé de la même façon. Donc pour l'instant, la position qui a été retenue, en tout cas, encore une fois, c'est un amendement d'appel, mais le raisonnement qui a commencé à être tenu me semble le bon parce qu'on va plutôt sur la piste du le droit est neutre à la technologie. On s'en fiche, on fiscalise l'actif sous-jacent. Et comme les actifs numériques en général parfois n'ont pas d'actifs sous-jacents, c'est normal d'avoir créé une case à part. Le Bitcoin n'a pas d'actifs sous-jacents. Oui. Donc on doit réguler le Bitcoin et le fiscaliser en tant que tel. Mais le NFT a un statut particulier. Exactement. Oh, juste en 30 secondes, un commentaire. C'est monde virtuel, monde réel. Ouais. Et là, on est confronté pile à quelques endroits, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, où le réel et le virtuel sont assis sur la même chose. Et donc, effectivement, c'est bien de commencer à réfléchir. Je ne dis pas que c'est simple. Non, loin de là. Merci beaucoup. On n'a pas eu le temps d'adresser tous nos sujets, mais ce n'est pas grave, il y a des suites dans Smart Tech. Merci à tous les deux, Alain Staron, fondateur d'Amborella, et Alexandre Tzatchenko, directeur blockchain et cryptoactif chez KPMG France. Merci. Merci. On part en